Bonjour à tous, bienvenue dans cette FAQ numéro 5. Alors je vais prendre les questions que j'ai reçues une par une et je vais y répondre. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment m'envoyer des questions via le service client et j'y réponds dès que j'ai suffisamment de questions. Voilà, j'en fais une FAQ. Alors, première question de Zena. Donc tu me demandes quel est le carburant privilégié pour l'être humain et comment savoir ce qui nous correspond le mieux. Alors, pour te donner ce que je pense vraiment du carburant privilégié, je vais te donner plusieurs visions. Tu as la vision Repeat et la vision, on va dire, Garrett Smith, euh, tout un petit peu cet écosystème qui vont tourner autour de ce qu'on appelle l'alimentation prométabolique. Eux, ce qu'ils vont te dire, eux, c'est que le corps, quand il a le choix, il utilisera toujours du glucose. S'il a le choix, il utilisera du glucose, en priorité par rapport aux lipides. Une autre phrase qui est bien parlante, que je peux te dire, c'est la suivante. Qu'est-ce qui se passe si ton corps il a un manque de glucose? Eh ben il meurt. S'il a une déficience, ton corps a une déficience en glucose, tu meurs. Par contre, qu'est-ce qui se passe si tu as une déficience en corps cétonique? Il se passe rien du tout. À côté de ça, tu as le clan carnivore, cétogène, primal diet aussi, qui va dire que le meilleur carburant pour l'homme, c'est les graisses. L'argument, c'est de dire que l'être humain, il n'a jamais eu accès à beaucoup de glucides sur la planète. Cet argument avec lequel je ne suis pas forcément d'accord. Et que voilà, le bébé vient né en cétose, que voilà, c'est tout à fait plus naturel d'être en cétogène. Par rapport à tout ce que j'ai lu, par rapport à tout ce que j'ai vu, entendu, expérimenté, je pense aujourd'hui que le carburant privilégié de l'être humain, c'est le glucose. Je pense qu'il y a évidemment des différences génétiques, il y a forcément des exceptions, mais je pense que pour la grande majorité des êtres humains, le carburant privilégié, c'est le glucose. Mais mon avis n'a pas réellement d'importance puisque ce qui compte, c'est la deuxième partie de ta question, c'est comment savoir ce qui nous correspond le mieux. Il n'y a pas de secret, il faut tester. Il faut vraiment tester, augmenter ses glucides, baisser ses lipides, voir comment on se sent, baisser ses glucides, augmenter ses lipides. Et ce que je recommande de faire, c'est de se concentrer sur une seule source de glucides à la fois. Parce que si on commence à consommer des céréales, des tubercules, des fruits, eh ben, on ne sait pas réellement quelle est la source de glucides qui va nous correspondre le mieux. Il y a une vraie différence entre du riz blanc, entre de la patate et entre une pomme. C'est pas du tout les mêmes types de glucides, c'est pas les mêmes quantités, c'est pas les mêmes micronutriments qui viennent avec. Donc il faut essayer, d'accord? Moi vraiment ce que je vois autour de moi, c'est que il y a très peu de personnes qui fonctionnent très bien avec très peu de glucides. C'est mon expérience, hein. J'ai pas non plus une expérience de 20 ans, mais c'est ce que j'ai l'impression de voir. C'est que les glucides, c'est vraiment pas quelque chose à réduire très bas. Il y a beaucoup de gens qui réagissent très mal. Et pour te donner un dernier exemple, le glucide, c'est un petit peu ce qui te permet d'appuyer sur la pédale d'accélérateur de ta voiture. Et aujourd'hui, avec le monde moderne dans lequel on vit, avec le stress qu'on vit, les glucides, à mon avis, sont extrêmement importants pour encaisser ce stress. Ça, Rapid d'ailleurs l'avait déjà mis en évidence dans ses travaux, que la meilleure façon de calmer un corps face à une réaction de stress, c'est notamment de lui apporter suffisamment de glucose. J'espère que ça répond à ta question. Voilà. Deuxième question, toujours de Zena, tu me demandes est-ce que les sels sont le meilleur indicateur pour mesurer notre assimilation? Comment déterminer ce que nous assimilons? Et quels sont les facteurs qui peuvent faire qu'une selle n'est pas très bien moulée une fois? Oui, les sels sont le meilleur indicateur pour l'assimilation. C'est pas le seul, mais c'est le meilleur. Si tes sels sont décolorés, ou très jaunes, ou très orangés, il y a un problème de sécrétion de bile. Si tes selles sont très sèches ou que tu es constipé, ça peut être une hypothyroïdie, ça peut être pareil un manque de bile. Si tes selles flottent, ça veut dire que tu ne digères pas les graisses. En fait, il y a plein d'indicateurs qui peuvent te montrer si tu assimiles bien ta nourriture. Généralement, ce qu'on dit, c'est que les selles devraient être euh, bien formées, bien moulées, elles devraient arriver en un seul bloc. Et voilà, ça devrait se faire comme ça en un claquement de doigts. Et on devrait avoir, je pense, au minimum
1 à 2 selles par jour. Et en vérité, ce qui compte, c'est d'avoir une selle par repas consistant. Donc si on fait 3 repas consistants avec des protéines, des glucides et des lipides, on est censé avoir, je pense, 3 selles. Je peux me tromper, hein. Peut-être que les bols alimentaires s'accumulent, mais normalement, si le transit il est régulier, s'il va toujours à la même vitesse, normalement, tu manges et un petit peu plus de 24 heures après, tu dois avoir une selle. Donc si tu manges 3 fois par jour, un système digestif parfait, théoriquement, il doit faire 3 selles. Voilà. Et puis, quels sont les facteurs qui peuvent faire qu'une selle n'est pas bien moulée? Il peut y en avoir 150 000, hein. Ça peut être parce que tu stresses, ça peut être parce que tu détoxifies quelque chose à certains moments, ça peut être ton corps qui fait certaines réactions. Il peut y avoir vraiment plein de raisons. Prochaine question de Marie-Pierre qui me dit j'ai perdu l'appétit, que conseilles-tu? Alors, si tu as perdu l'appétit et que tu as perdu du poids et que tu veux en reprendre rapidement et que tu veux reprendre de l'appétit, ce que je te conseille, c'est d'y aller pleine balle sur les glucides, notamment les céréales anciennes, petit épeautre, riz blanc, surtout. Éviter peut-être les tubercules. Et pour les fruits, éviter les fruits crus et les cuire en compote avec de l'huile de coco pour que ce soit digeste. Ça, c'est ce que je conseillerais pour les sources de glucides. Et à côté de ça, je conseillerais de manger suffisamment de viande, viande rouge et blanche, pour vraiment avoir la protéine, la graisse dans la viande et avoir une grosse quantité d'énergie, parce que ce qui va réellement redonner l'appétit, c'est les glucides. Prochaine question de Marie-Pierre qui me demande quel est mon avis sur la vitamine C. Je déconseille la vitamine C d'une manière générale. Et si on a envie d'en prendre, il vaut mieux la prendre dans une forme naturelle comme l'acérola. Mais si on mange des fruits et des légumes, franchement, bon, c'est là comme ça de but en blanc, je peux pas donner de conseils parce que j'ai pas la personne en face de moi. Mais il faut pas se complémenter sans savoir ce qu'on fait. Tous les micronutriments dans le corps agissent en synergie les uns avec les autres et se complémenter avec des nutriments isolés peut fortement perturber le fonctionnement du corps. Donc, il ne faut pas se complémenter comme ça sans savoir ce qu'on fait. Et enfin, dernière question de Guillaume qui me dit qu'il a augmenté récemment ses calories. Il est passé à 2400 au lieu de 2100 et il n'y a eu aucune modification sur la balance. Pas de prise de poids. Comment cela se fait-il? Alors Guillaume, il n'y a pas de relation linéaire entre l'ingestion de calories et la prise de poids. Ça, c'est le modèle de la balance calorique qui est entièrement faux, qui dit que plus on mange des calories, plus on est censé proportionnellement prendre du poids. Il y a plein d'expériences sur des animaux de laboratoire et sur des êtres humains qui ont montré que ce modèle est complètement faux. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de vrai dans ce modèle. Évidemment, si tu manges de plus en plus en quantité, tu as de très fortes chances de prendre de plus de poids, mais ce n'est pas linéaire. Okay, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que malgré le fait que tu augmentes tes calories, tu ne vas pas prendre de poids. Une des premières raisons à cela, ça peut être comment tu vas formuler tes calories. Je l'ai dit dans PGM, si on augmente trop les protéines et pas suffisamment les glucides et des lipides en contrepartie, on peut perdre du poids. Tu peux être sur une diète à 3000 kilocalories et perdre du poids, et être sur une diète à 2500 kilocalories et prendre du poids. Parce que les protéines sont un macronutriment qui demande de l'énergie pour être métabolisé. Donc si tu manges trop de protéines par rapport aux glucides et aux lipides, tu vas puiser dans tes réserves et tu ne vas pas prendre de poids. Ensuite, tu ne consommes peut-être pas des sources suffisamment denses. Je te donne un exemple. Si tu manges 100 grammes de glucides sous forme de fruits, tu ne vas pas avoir le même effet sur ton corps que si tu manges 100 grammes de riz, par exemple. Parce que dans les fruits, ce n'est pas la même forme de glucides, parce qu'il y a des fibres qui viennent avec, parce qu'ils n'arrivent pas avec la même vitesse, parce qu'ils n'ont pas le même impact sur l'insuline. Donc, ça dépend également des sources de glucides que tu choisis. Autre chose aussi, ça va dépendre de ton assimilation et ta digestion. Si tu augmentes tes calories à 2400 et que tu as une mauvaise assimilation, une mauvaise digestion, il est très possible que tu ne prennes pas le poids que tu veuilles. Autre raison, c'est la toxicité. Si on a trop de toxicité dans le corps, si on ne met pas en place une technique de détoxification, ça peut tout simplement nous bouffer, nous utiliser les nutriments qu'on veut utiliser pour prendre du poids. Et voilà, là je t'en ai listé quelques-unes, mais il peut y avoir plein de raisons qui fait que malgré en augmentant les calories, le poids sur la balance n'augmente pas. Une autre chose aussi, c'est qu'il faut faire cette augmentation pendant suffisamment longtemps. Parce que des fois, le corps,
il a besoin de réparer certaines choses et il n'a pas forcément envie de mettre tout de suite ses nutriments dans de la construction de muscles ou de la construction de tissu adipeux. Des fois, il a besoin d'utiliser cette énergie ou ces nutriments pour réparer des choses dans le corps. Donc il faut tenir ça sur du long terme pour peut-être voir un peu plus de différence. J'espère que ça répond à ta question. Si vous avez besoin d'aller plus loin avec moi, si malgré tout ce que vous avez comme information vous stagnez, vous savez que vous pouvez toujours faire appel avec moi. Comme vous faites partie de PGM, vous aurez accès à des tarifs avantageux en ce qui concerne les consultations et les suivis. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à m'en parler. On trouvera toujours une solution pour vous aider. Voilà. Bah, je vous remercie pour vos questions et je vous dis à bientôt pour la prochaine FAQ. Allez, ciao!